Bien, nous voici ici donc pour la correction de cet exercice numéro 5. Dans cette correction d'exercice numéro 5, vous le voyez dans l'énoncé, on reprend un énoncé d'exercice que on a effectué au préalable, mais ici en fait on va lui amener une inclinaison. Donc la première chose à visualiser ici, c'est qu'il y a une inclinaison de 15 degrés qui amène forcément un fruit lambda à 15 degrés. Donc ici, on sait que la valeur de lambda égale les 15 degrés. Je vais le mettre ici comme ça. Deuxième paramètre à visualiser ici dans l'énoncé, on nous dit ici qu'ici, on va appliquer une surcharge de 500 kN par mètre carré, de 500 kg par mètre carré sur le terre-plein. Et donc, ces 500 kg par mètre carré que l'on visualise ici, ben ça équivaut, puisque nous on travaille en kilonewton, à 5 kN par mètre carré. Donc, une fois que j'ai visualisé ceci, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à visualiser les angles de frottement interne comme je vous ai montré au préalable. Là, ici, il y en a 3, Φ1, Φ2 et Φ3. Et il y a les poids volumiques, comme on voit ici avec gamma 1, gamma 2 et gamma 3. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme particularité ici dans cet exercice? C'est que les hauteurs de sol ici, que l'on connaît ici maintenant à 35 cm, 1m15 et 140, ça va être différent, et c'est ça qu'il faut bien mettre en évidence par rapport ici à l'exercice, c'est que vous avez un parement qui est oblique, donc forcément le parement que nous on prendra en compte dans les calculs, c'est ce parement incliné oblique, et où chaque couche de sol aura, comme vous le voyez ici, une longueur qui sera une longueur oblique. On aura ici en premier lieu la valeur de H1, en deuxième lieu on aura H2, et en troisième lieu on aura H3. Donc les H qui interviennent normalement dans la formule sont les H ici avec un fruit de 15 degrés qui sont les hauteurs obliques comme vous le voyez ici. Ça va? Donc ça c'est une petite particularité à bien prendre en compte dans le calcul dès le départ, qui est que cette petite information des 15 degrés engendre que dans la formule de votre pression, donc quand on va avoir P égale K gamma fois le gamma fois le H plus le KQ fois vos surcharges, en fait, à chaque coup, le H, ce sera à chaque fois les H obliques comme ceci. Ça va? Donc, ensuite, une fois qu'on a visualisé ça, qu'est-ce qu'on nous demande? En premier lieu, c'est de dessiner le diagramme complet de pression. Donc ça, on va essayer de trouver les pressions au fur et à mesure. De déduire au départ de ce diagramme qu'on a tracé la valeur de la poussée horizontale de chaque couche, ainsi que l'endroit où elle s'applique, donc les bras de levier, toujours par rapport à la face inférieure de la semelle. Donc c'est important d'avoir la référence ici. On me dit bien que c'est par rapport à la face inférieure de votre semelle. Ça c'est le plus important ici. D'accord ? En déduire la poussée horizontale totale et calculer les petites pressions, comme vous le voyez ici, à 1,50 m et 2,15 m de profondeur. Et on a le niveau 0 qui est pris par rapport au sommet du mur. Ça va? Donc là, j'ai toutes les petites infos. On démarre le calcul à proprement parler. Alors, qu'est-ce qu'on visualise ici au niveau du calcul? On voit qu'ici, avec un fruit de mur, et apparemment forcément qui est rugueux, ça ici, je ne l'ai pas précisé, j'aurais peut-être dû au préalable, le fait que le parement soit rugueux, ça implique que la valeur des poussées pour chacune des couches de sol, couche 1, couche 2 et couche 3,
sont inclinés par rapport à l'horizontale d'un angle de 15 degrés, plus les 2/3 de phi. Donc, ça veut dire quoi ça ici? Ça veut dire que si je dessine la valeur, par exemple, de mon mur, comme ceci, là, je vais avoir ma première couche ici, la deuxième couche, je vais l'avoir là, et la troisième couche ici. Ben, chacune des couches, donc je vais exagérer le schéma pour que vous le compreniez, ben, P1, par rapport à l'horizontale ici, ben moi je sais que je vais avoir ici une droite, je vais peut-être la dessiner un peu mieux, perpendiculaire comme ceci. Et donc je vais avoir deux angles. Le premier angle ici, c'est la valeur du fruit du mur lambda. Et le deuxième angle que vous voyez, je vais le faire par exemple, je sais pas moi, en vert tel quel. La valeur de ce deuxième angle, c'est les 2/3 de l'angle de fondement interne de la couche numéro 1. Donc là, vous voyez que ceci a une répercussion là-dessus au niveau du dessin. Deuxième chose qu'il est important de visualiser, c'est que vos coefficients KQ, ben forcément ce paramètre des 15 degrés lambda intervient ici, là-bas. Et la valeur de l'inclinaison ici de mon terre-plein, ben forcément θ, il est nul puisque mon terre-plein est horizontal. Donc ceci, ça fait en sorte, comme vous le voyez ici, que le θ, il vaut 0 ici. Donc au final, on a quand même une différence qui est marquée entre la valeur de K gamma 1, que vous voyez ici, et la valeur de KQ1. J'ai ici, entre les deux, une différence qui se marque. Donc faites bien gaffe que entre la valeur de K gamma 1 et la valeur de KQ1, vous avez une différence qui est peut-être pas énorme, mais qui existe ici quand même, telle quelle entre les deux. Ça va? Donc, bien visualiser que P1 est incliné du fruit du mur lambda des 15 degrés, plus à chaque fois les 2/3 de l'angle de frottement interne. Ça va? Lambda vaut 15 degrés, on l'a donné dans l'énoncé, et il n'y a pas d'inclinaison de terre-plein, donc le θ ici vaudra 0 degré, ici tel quel. Chaque fois le fait que vous ayez le fruit de mur, ça vous différencie la valeur de KQ avec K gamma. Ok? Alors une fois que j'ai mis en place la valeur, comme vous le voyez ici, des coefficients KQ1, KQ2, KQ3, je mets ici en route la machine pour aller chercher la valeur de vos pressions. Alors comment est-ce que je vais faire ici pour trouver la valeur de vos pressions? Ici j'ai mis à chaque fois les développements des formules qui vous amènent aux valeurs des pressions. Et là ici vous le voyez que par rapport à l'exercice au préalable qu'on avait calculé, c'est que la valeur de votre surcharge, les 500 kN par mètre carré, les 500 kg, pardon, excusez-moi, 500 kg, je vais y arriver, par mètre carré, ça vous donne les 5 kg, les 5 kN, pardon, par mètre carré. Je vais y arriver, les 500, je vais le noter, kg par mètre carré, ça vous donne, comme vous le voyez, les 5 kN par mètre carré. Le KQ1, donc ici on a bien le KQ1 et pas le K gamma 1. Le KQ1, c'est les 0,340 qu'on vient de calculer ici, juste au préalable. Ça va?
Pour la pression en bas de la couche 1, j'ai juste appliqué les valeurs telles quelles, donc le K gamma 1 fois gamma 1 fois H1 plus KQ1. Donc ce KQ1, vous le retrouvez dans la deuxième partie de la formule. Et comme vous le voyez, forcément KQ1 fois Q, la surcharge, elle reste à 5 kN par mètre carré. Et cette valeur de 1,70, vous la retrouvez ici à la deuxième partie de la formule. Ça va ? Pour le reste, il suffit de remplacer ici tel quel. Faites bien gaffe ici à une chose, et c'est très important, c'est que la valeur de H1, comme je vous l'ai dit, ça reste des longueurs qui sont obliques. Donc, et ça c'est très important, c'est que quand vous allez avoir un parement incliné, H1 sera une longueur inclinée. Donc je vais refaire encore une fois, ça ne me dérange pas de le refaire, la valeur ici de H1. Donc on avait notre premier sol ici comme ceci. On va avoir le deuxième sol, j'exagère un peu les épaisseurs, mais c'est pour vous montrer une petite idée de ce que c'est, comme ceci. Ça je vais les faire tous les trois d'un coup, ce sera encore plus simple. La valeur de H1, c'est bien la valeur quand je prends la perpendiculaire au parement ici, comme ceci. La valeur de H1, comme vous le voyez là, c'est la valeur ici, oblique, de mon parement, comme ceci ici. Et ça, c'est la valeur de H1. D'accord ? Quand j'arrive ici donc à la valeur, la pression D2, donc au sommet, au-dessus de la couche 2, vous le voyez, vous retrouvez, comme je vous l'avais expliqué au préalable, je vais le faire, je ne sais pas moi, en gris clair, je vais voir si ça fonctionne. La valeur ici de sigma V1, c'est tout simplement ceci. C'est la valeur, comme vous le visualisez, de la pression verticale du sol 1. Mais moi, comme je suis au-dessus de la couche 2, je suis dans le sol 2. Donc je vais avoir un K gamma 2, puisque je suis dans le sol numéro 2. Ça va ? Et je vais avoir un KQ2 qui lui, forcément, va être différent. C'est vrai que je l'ai mis de la même couleur, mais normalement je ferais bien de le mettre dans une couleur différente. Le KQ2, ça restera, comme vous le voyez ici, le 0,388. OK ? Et donc, avec cette valeur ici du KQ2, la surcharge, elle, ne change pas. Elle reste toujours à 5 kN par mètre carré, comme ceci. Donc, vous retrouvez les valeurs telles quelles. Et alors, faites bien gaffe ici à une chose, c'est quand vous passez à PB2, ici, vous le voyez, la valeur de la hauteur grand H2, c'est ceci. La valeur de grand H2, c'est une longueur qui est oblique. D'office, vous le voyez, vous allez avoir une longueur qui l'est elle aussi. Et de la même manière, ici, on fait le prolongement du parement. Je vais essayer de dessiner ça proprement. Hop, quand on visualise ici la valeur pour H3, c'est un H3 incliné. À partir de quand est-ce que vous avez la valeur de H3 ? Uniquement quand vous êtes dans le bas de la couche 3. Et vous le voyez ici, pour votre H3, c'est les 1,40 m divisé par le cos de 15 degrés. Ça va ? Pour ce qui est de H2, de la même manière, H2 restera le 1,15 sur le cos de 15 degrés ici. Ça va ? Pour ce qui est du reste tel quel des éléments à réexpliquer, c'est que quand on est dans le dessus de la couche 3, on prend le K gamma 3 et le KQ3. Qu'est-ce que j'ai si je suis au-dessus de la couche 3 ? Je vais retomber, en plus de l'application de votre surcharge ici, Q, vous allez retrouver sigma V1. Et le sigma V1 se retranscrit, lui,
dans le calcul de la pression en bas de la couche 2 comme ceci. Gamma 1 fois E1. Et de la même manière, au-dessus de la couche 3, c'est gamma 1 fois E1. Donc, forcément, ceci, vous allez l'avoir ici, mais vous allez aussi l'avoir ici et ici. Parce que ça fait partie de la pression verticale du sol 1. Quand tu as la valeur ici de sigma V2, ben vous allez la retrouver, cette valeur de sigma V2, ici, quand vous serez dans le sol numéro 3. Et de la même manière que sigma V1, vous le retrouverez ici. Ça va? Donc, là-dessus, à chaque fois ceci, c'est la valeur de sigma V1. Et l'autre, sigma V2. Donc, vous pouvez le rajouter tel quel comme explicatif dessus. Hein, ça ne me dérange absolument pas que vous le réécriviez. Oups, pardon, sigma V1. Voilà. Et sigma V1. Et là aussi, sigma V1. Et pour le dernier que vous avez ici, en bas, c'est sigma V2. Ça va? Donc là, je vous ai vraiment mis sur, on va dire, l'explicatif global. J'ai vraiment essayé de respecter une sorte de légende de couleur qui vous explique vraiment que les hauteurs dans les terres à prendre en compte, c'est chaque fois des hauteurs obliques. J'ai repris à chaque fois Q, la valeur de la surcharge, je l'ai chaque fois mise en rouge pour faire comprendre qu'ici elle est différente de 0, cette valeur de surcharge. Et du fait qu'elle est différente de 0, forcément, ça vous amène à chaque fois des valeurs de pression différentes les unes des autres. Ça va? Donc, essayez dans la mesure du possible de respecter, comme je vous ai mis ici à chaque fois, une genre de légende de couleur qui vous montre à chaque fois quelle valeur on doit prendre de coefficient pour qu'après il ne s'agit plus que de faire du remplissage de valeurs les unes derrière les autres. Ça va? Donc je n'ai pas mis nécessairement partout, à part ici, les valeurs de pression obtenues par les formules, mais ce qu'on va faire ici maintenant, c'est que pour toutes les valeurs obtenues par les formules, on va les mettre en place dans le tracé du diagramme de pression. Faites bien gaffe ici, c'est que à la pression au terre-plein, on démarre avec une valeur différente de 0. Donc on va avoir sur la première couche un démarrage au sommet du mur à une certaine valeur de pression. Donc ça veut dire que l'allure du diagramme de pression sera trapézoïdale ici dans notre compte. Ça va? Je vais enlever tout ceci pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Et voici ici ce que l'on obtient. Alors vous le voyez là-dessus, de manière assez simple, c'est qu'on a ici en fait différentes valeurs qui sont établies. Donc on retrouve ici là-dessus notre première valeur de pression, les 3,31 donc après, puis les 3,77, les 10,21, 11,08 et 20,D. Alors qu'est-ce que j'ai fait ici comme petite particularité, vous le voyez là-dessus, c'est qu'en fait j'ai orienté ce diagramme de pression. Je ne l'ai pas mis à l'horizontale, je l'ai orienté, je l'ai incliné de la valeur de notre fruit de mur. Donc c'est important de mettre cette valeur-là en évidence parce que c'est avec laquelle vous allez mettre en incliné la valeur de votre pression maximale. Donc je vais essayer de vous zoomer ça peut-être pour que ce soit plus clair un petit peu pour tout le monde, pour que vous voyez bien les données. Donc ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que ici, cette valeur de 15 degrés, c'est votre valeur ici du fruit de mur. Et c'est avec laquelle vous allez faire le système. Ça implique quoi? Ça implique que ici, vous allez avoir un angle droit entre le parement du mur et la base de votre diagramme de pression, en fait. Ça va? Alors, pour chaque, qu'est-ce que j'ai fait? Vous le voyez, j'ai mis en évidence les 15 degrés. Oups, je vais le mettre en brun ici.
j'ai mis en évidence les 15 degrés pour le fruit du mur, comme ceci. Donc chaque fois, c'est le fruit du mur lambda qui vaut les 15 degrés. Je vais peut-être plutôt l'écrire ici. Lambda, vous l'avez à 15 degrés. Et alors, à chaque fois, vous le voyez là-dessus, je vais peut-être le faire ici en doré, ceci, vous pouvez le mettre, que c'est la rugosité du sol numéro 1. Vous avez ici la rugosité du sol numéro 2. Et en dernier lieu ici, c'est la rugosité de votre sol numéro 3. Ok ? Alors, une fois que vous avez bien visualisé ça, alors bon, on a l'impression que P1, P2 et P3, je les ai mises partout de la même manière, mais bon, normalement, vous avez une petite différence. On voit que P1, ouais, on le voit peut-être pas visuellement, mais normalement P1 est un petit peu plus incliné que P2 et que P3. On le voit par rapport à l'horizontale. P1 dessiné un petit peu plus haut que P3, essayer de donner une petite différence au moins par rapport à ça. Ça va ? Alors, le θ, lui, forcément, l'inclinaison du terre-plein, il vaut toujours les 0 degrés, ça ne change pas ça ici dans le calcul. Qu'est-ce qui est intéressant de visualiser, c'est que vous allez retrouver ici les valeurs HP1, HP2 et HP3 qui sont les longueurs obliques de vos éléments. Donc vous allez avoir une première longueur ici, une deuxième longueur ici, et votre troisième longueur ici, telle quelle. Bon, c'est pas bien dessiné, mais au moins ça vous montre les éléments tels quels. Alors, comme vous le voyez là-dessus, quand vous allez calculer l'air, donc si je le matérialise par des lettres, je vais faire par exemple A, B, C et D. Mais si je fais l'air du trapèze A, B, C, D, cet air de trapèze, ça me donnera la valeur de grand P1. Mais comme vous le voyez ici, que vous êtes avec un fruit de mur et une rugosité, vous allez devoir faire la projection de ce P1 via P1 horizontal en X. Et comment est-ce que vous allez faire ? Ce sera votre valeur de P1 fois le cosinus de tout l'angle, à savoir le lambda, plus, je ne sais pas si vous le voyez bien ça, plus les 2/3 de phi 1. Ok ? Donc grâce à ça, vous voyez que comme il y a un parement qui est incliné avec un fruit de mur, vous avez les inclinaisons et l'aire de votre triangle vous donnerait la valeur de P1. Et faites bien gaffe que P1,
ce serait ma formule que je vous avais mis ici en rouge dans les slides, c'est parce que je ne le vois pas là-dessus, mais je vous montrerai une fois après, et ça vous donnerait directement la valeur de P1. Mais il ne faut pas oublier de faire la deuxième étape, qui est de calculer la composante horizontale. Et ce raisonnement-là, vous pouvez le baser sur les autres trapèzes. Donc ici, on a le deuxième trapèze à 3,78 et 10,21, et le troisième trapèze à 11,08 et 20,7. Donc là, ça ne changera pas pour nous le concept même des éléments à prendre en compte. Alors, dernière chose ici à vous visualiser sur votre schéma, vous le voyez là-dessus, c'est qu'il va y avoir une différence entre la valeur à poser pour D1 par rapport à HP1. Comment est-ce que j'ai trouvé ici cette valeur? De manière assez simple. Il suffit de se dire, moi, j'ai un parement qui est incliné, comme ceci. J'ai une valeur H1 comme ceci. Cette valeur H1, par rapport à mon fruit de mur ici, qui est à 15 degrés, je vais simplement retravailler cela en disant que ma valeur de D1, ou je vais le faire ici même en bleu, la valeur de D1 par rapport à ma droite inclinée ici, qui vaut H1, enfin moi c'est vrai que je l'ai écrit H1, mais ce serait HP1, mais c'est la même chose, HP1, il suffit de se dire, avec les 15 degrés que vous avez là-bas, forcément, le cosinus de 15 degrés, c'est D1 sur HP1, donc forcément, pour trouver le petit D1 en bleu, je fais HP1 fois le cosinus, le HP1, fois le cosinus des 15 degrés, et j'ai la valeur de D1. Alors vous allez me dire, monsieur, et je pourrais très bien trouver la formule en disant que je prends 1m40 plus 1m15 plus une partie ici du système. Non. On oublie ces théories à deux balles qui font ouais je fais ça plus ça plus ça. Non. Vous faites le calcul pour HP1 au centre de gravité ici du trapèze ABCD plus la longueur H2 plus la longueur H3. C'est tout. Cherchez pas à faire plus simple que ça. C'est ça qui est à demander en termes de respect, de données et de valeurs à faire. Ça va? Alors on va montrer maintenant ici les calculs pour visualiser comment on s'en sort ici dans l'entièreté des données. Donc là je vous ai mis pour chaque ici P1, la valeur ici que j'ai trouvée par la surface du trapèze ABCD. Donc ceci vous pouvez le redessiner si vous le voulez en disant simplement que ça c'est la surface du trapèze A, B, C et D. Ça va? De la même manière, ici, je vous ai mis que les 15 degrés ici, c'était le fruit du mur, c'était la valeur de lambda. Et ceci, c'était la notion de rugosité, les 2/3 de 37 degrés. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a une poussée qui est très faible, à 0,9 et 0,69 kN, c'est vraiment très faible. Et alors, ce qui est important à visualiser ici, dans votre formule pour trouver HP1, c'est que ceci, c'est la valeur de H3, ceci, c'est la valeur de H2, et ça, la dernière chose ici, ceci, c'est le centre de gravité du trapèze que vous avez noté A, B, C, D, qui est le sol numéro 1, en fait. Ça va? Donc,
voilà, une fois que vous avez la valeur de HP1, ben comme je vous ai dit, pour trouver D1 vertical, c'est le HP1 fois le cosinus de 15 degrés, ni plus ni moins. Alors, une fois que vous avez ça, comme, une fois que vous avez tout ceci, ben vous voyez réapparaître à chaque fois les distances inclinées. Donc si j'enlève un petit peu tout ce que je viens de mettre ici au préalable pour faciliter un petit peu la compréhension, on a la poussée horizontale de la couche 1, ben c'est bien les 0,69 kN que j'ai positionné ici. Les 2,80 m ne m'ont servi uniquement qu'à remplacer dans la formule ici le HP1 par 2,80 m afin de trouver la valeur de D1 en disant que D1 c'est HP1 fois le cosinus de 15 degrés et ça m'amène ici à 2,70 m ici tel quel. Donc pour arriver maintenant à la valeur de P2 c'est le même principe sauf que ici je n'ai plus les mêmes valeurs du trapèze ABCD, je dois juste les modifier. Et la hauteur, je vais prendre cette hauteur numéro 2, à savoir que c'est 1,15 m sur le cosinus de 15 degrés. Mais sinon, dans les étapes, ça reste la même chose. Vous pouvez vous faciliter la vie, si vous le souhaitez, mettre les étapes, à savoir que en numéro 1, c'est ceci. En numéro 2, c'est la composante horizontale. En 3, c'est le calcul de la hauteur oblique jusqu'au centre de gravité où s'applique la valeur de la poussée. Et en 4, c'est la valeur de notre bras de levier vertical pour arriver au final à trouver l'élément tel quel où s'applique la poussée horizontale. Ça va? Alors je vous montre ici maintenant la valeur pour la poussée numéro 2. Donc vous la voyez ici, cette poussée numéro 2, on a ici la formule du centre de gravité numéro 2. On retrouve la composante horizontale P2 ici, avec la prise en compte du fruit du mur plus la rugosité. La valeur de HP2, donc c'est l'épaisseur oblique sol 3, plus ici la coordonnée en Y du centre de gravité du trapèze incliné. Je tombe ici, comme vous le voyez, à 1,95 m, et par rapport à ces 1,95 m, je calcule la valeur de D2, le bras de levier vertical, comme j'avais fait ici tout à l'heure pour D1. J'ai 1,88 m. Donc la valeur ici, comme vous le voyez de la poussée, je suis ici à la valeur pour P3 à 23,04, à 6,70 en horizontal pour P2, et ici pour P3 en horizontal je suis à 19,d. Donc 19 kN, vous pouvez faire la transformation en sachant que 1 kN c'est 100 kg, donc vous êtes ici à plus ou moins 190 tonnes de poussée pour la couche numéro 3 en horizontal. Et comme je suis la couche numéro 3, le HP3 ça reste uniquement le centre de gravité de ma couche numéro 3. Ça va? J'arrive ici à 65 cm, pas grand chose de différence puisque le cosinus de 15 degrés nous amène ici à 63 cm, qui n'est pas une grosse différence par rapport à nos 65. D'accord? Une fois que j'ai les trois valeurs de poussée horizontale, donc j'ai ici les 19, les 6,70 et les 0,60 d de la couche numéro 1, je peux calculer la poussée totale. Alors cette poussée totale, vous le voyez ici, c'est la somme des trois poussées horizontales. Donc c'est super important de bien le visualiser ici sur votre schéma de mur, c'est que pour trouver la poussée totale ici, vous devez faire le P1X horizontal ici, le P2X ici, et le P3X ici. Chacun, comme je vous l'ai expliqué ici tout à l'heure, a son bras de levier par rapport à la base du mur, et vous retrouvez la valeur de D1
D2, et ici, fait au brouillon, hein, bien sûr, D3. Donc ici, une fois que j'ai mes valeurs de P1x, P2x, P3x, ben je n'ai plus ici qu'à aller chercher la valeur du bras de levier de la poussée totale D en faisant l'équation d'équilibre total et général ici et en ayant cherché la valeur de D pour l'endroit où elle s'applique. Ça va? Donc cette valeur de D, moi je la trouve ici à 1 mètre. Donc je sais que ma poussée totale, je vais la dessiner en orange, hein, j'invente ici. P total. Son bras de levier s'applique à 1 mètre, comme vous le voyez ici là-dessus. Donc, sur cet exercice-ci, il n'y avait pas grand-chose en termes de difficulté, mais la première des difficultés, c'était chaque fois d'aller chercher les valeurs obliques de vos longueurs pour pouvoir arriver à faire quelque chose de ces distances inclinées, puisque c'est les distances inclinées qui sont les valeurs primordiales de votre calcul. Et il faut toujours les mettre en avant dans vos calculs. Donc ici, vous pouvez le remettre ici, hein, si vous le souhaitez en avant, que ça, c'est la valeur de H3, ici, et là. Donc c'est vraiment important de bien mettre pour chaque couche la valeur de H oblique en évidence. Ça va? Donc, à part ça, j'avais pas d'autres remarques complètes à vous donner là-dessus, à part le fait de vous dire qu'il faut être concentré, et ça il faut le mettre dès le départ pour moi dans votre résolution d'exercice, que si vous écrivez la formule générale pour trouver finalement vos réponses de poussée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un H, vous mettez un H oblique. À chaque fois que dans la formule il y a une notion d'épaisseur de sol, le E, il doit être vertical. Ça va? Donc c'est vraiment ces deux valeurs-là que vous devez réellement mettre en évidence dans votre calcul ici tel quel. Au-delà de ça, il faut bien être concentré que pour trouver les H, vous devez chaque fois partir sur ces longueurs inclinées au départ de la base inférieure de votre mur. Mais une fois que vous avez compris cela, normalement vous avez compris tel quel ce cas qui pour moi est le cas le plus compliqué de tous ceux que vous auriez à calculer de manière générale dans les exercices. Ça va? Donc, si vous avez la moindre question là-dessus sur une des valeurs, des paramètres, un schéma ou une grandeur ou une unité, que sais-je, n'hésitez pas et je suis disposé pour répondre à n'importe quelle question que vous auriez. J'avais juste oublié, peut-être c'est vrai, pour certains, donc
par rapport à tout ceci, si je vais effacer tout ça, c'est qu'on avait encore à la page suivante la valeur ici des pressions à donner aux différents endroits. Et cette pression, comme vous le voyez ici, pour la première à 1,65 m de profondeur, il faut bien imaginer qu'on est avec un niveau 0 qui se situe au niveau du sommet du mur. Donc quand on dessine le mur, comme ceci, on va avoir le niveau 0 qui se situe ici au niveau du sommet du mur et du terre-plein, puisque les deux coïncident, réellement ici parlant l'un par rapport à l'autre. On va avoir, je vais dessiner ici le sol 2 et ici le sol numéro 3, comme ça. Si je suis à 1,65 m de profondeur, d'office, j'ai visualisé que quand je suis à 1,65 m de profondeur, donc je vais le faire ici tel quel, clac, voilà, j'ai déjà parcouru la totalité de la couche de sol 1, la totalité de la couche de sol 2, et je suis arrivé ici à 15 cm de profondeur par rapport à votre sol numéro 3. Donc ici, la distance de 15 cm, c'est la distance que vous allez avoir ici, là-bas, en vertical. Comme je suis ici avec un parement qui est incliné, donc je dois faire quoi? Je dois faire en sorte que ma petite distance inclinée H3, ce soit en fait les 15 cm sur les cosinus de 15 degrés. Et ça, c'est la valeur inclinée que je vais devoir, cette valeur, aller placer ici. D'accord? Ça, c'est la valeur de H3. Et de la même manière que vous voyez ici, là, comme je suis dans la couche de sol numéro 3, le fait que je sois dans la couche de sol numéro 3 m'amène le K gamma 3 fois le gamma 3, donc je vais peut-être le mettre ici comme ceci, K gamma 3 fois, je vais le mettre en bleu ciel, gamma 3 fois H3 plus, comme vous le voyez là-dessus, KQ3 qui est bien différent de K gamma 3. Ici, on retrouve la valeur de notre surcharge. Et qu'est-ce que c'est la valeur de 13,6 fois 0,35? Ça, en fait, comme je vous l'ai montré ici tout à l'heure, on va avoir la valeur de sigma V1, la pression verticale du sol 1, c'est ceci. C'est le gamma 1 fois E1, et E1 c'est bien l'épaisseur verticale des 35 cm. Et vous allez retrouver ici tel quel, la valeur, je vais le faire en... J'ai déjà fait, peut-être en jaune, voilà, oui. La valeur ici de sigma V2, et sigma V2, vous avez sa valeur ici, telle quelle. Ça, c'est sigma V2, la valeur de la pression verticale dans votre sol 2. D'accord? Donc, à cette profondeur, comme vous le voyez, des 1,65 m, vous retrouvez la valeur de votre pression de 12,14 m. Ça va? Alors ici, pour la pression à 2,15 m, je suis encore un peu plus bas. Donc il suffirait alors de voir de combien je suis en profondeur dans le sol 3 et j'y suis 65 cm. Et de la même manière, vous auriez pour la valeur de H3 les 65 cm sur le cos de 15, donc ça fait les 67 cm ici
détaillé. D'accord ? Après, ce serait exactement les mêmes valeurs, mais la seule chose, c'est qu'il faut remplacer le H3 par le 67 cm que vous avez ici. C'est juste ça, en fait. Le reste ne change pas, c'est juste le H3 qui devient ici 67 cm à la place de 16. Donc ça, je peux vous le montrer, et ça vous donnera directement les bonnes valeurs. Donc, du point de vue du calcul, ce qui est important à visualiser ici là-dessus, c'est que vous devez d'abord travailler avec une profondeur verticale, voir quel est votre niveau de référence 0, parce que si je décale la ligne du terre-plein plus bas que le sommet du mur, et je dis c'est le sommet du mur au niveau 0, ben vous devez décompter la distance verticale qu'il y a jusqu'au début du terre-plein avant de démarrer vos profondeurs. Ça, c'est une notion importante. Donc je tiens à le préciser ici, toujours par un schéma. Si vous êtes dans ce cas-là, où le premier terre-plein est ici, et je vous mets un niveau 0 ici, ça veut dire que vous allez décompter vos profondeurs à partir d'ici, et vous devez savoir à quelle hauteur vous êtes ici pour démarrer vos profondeurs au niveau du sol 1, et puis à partir de là, vous avez votre sol 2, et vous retrouvez ensuite votre sol numéro 3, qui sera encore ici, par exemple, en dessous, j'invente, mais c'est pour vous montrer ici l'aspect d'efficience par rapport à ça. Ça va ? Donc je répète, pour votre valeur ici de pression pour à 2,15 m, vous prenez les mêmes valeurs que j'ai entourées, la seule valeur que vous changez, c'est le 0,16 en 0,67 cm. Donc voilà. C'est bien ce qui me semblait maintenant. J'ai terminé avec vous cet exercice-ci sur l'entièreté des systèmes à prendre en compte ici dans notre calcul, et je suis disposé, quelle que soit votre question, à y répondre avec grand plaisir.